pour vous dire ce que l'on fait, donc ce que l'on fait, c'est de l'orientation scolaire pour les jeunes de 15 à 25 ans en France et également à l'étranger. En ce qui concerne Eureka Study, il y a aussi des consultantes qui sont spécialisées sur l'étranger. Alors, très très rapidement, moi je n'ai pas toujours fait ça. Mon métier au départ est plus dans les ressources humaines. J'ai été 20 ans dans les ressources humaines, j'ai fait différentes choses et notamment du coaching. Et puis en 2019, j'ai souhaité un petit peu faire autre chose. Et j'ai trouvé, les événements ont fait, parce que j'ai des enfants qui s'orientaient, mais aussi parce que j'ai beaucoup de jeunes que j'ai vus un peu perdus dans leur orientation. Et donc, je me suis dit que c'était finalement quelque chose d'utile de pouvoir aider les gens, les jeunes à franchir cette période, ce cap très important et en même temps difficile parfois. Donc, j'ai intégré le réseau Eureka Study pour me former, puisque je connaissais très bien l'entreprise, les métiers, mais je connaissais moins les filières de formation et le système je dirais, les arcanes du baccalauréat français avec toutes les réformes qu'il y a eu. Donc, je me suis formée grâce à ce réseau où nous sommes une trentaine de consultantes et on travaille en collaboratif parce que compte tenu de l'ampleur des formations, le nombre de formations qu'il y a, sur Parcoursup et hors Parcoursup, il est évident que c'est très difficile tout seul dans son coin de pouvoir tout connaître et de pouvoir actualiser ses connaissances. Voilà, en quelques mots. Je laisse la parole à Florence. Merci Flavie. Donc, de mon côté, donc, je m'appelle Florence Clément. Comme Flavie, ce métier de coach d'orientation scolaire est relativement nouveau pour moi, puisque j'ai fait plus de 20 ans de carrière dans l'industrie chimique en tant qu'ingénieur de recherche. Donc dans cette activité, j'ai exercé différentes fonctions de responsable d'équipe et de responsable de projet. Et j'ai souhaité, moi aussi, pour tout un tas de raisons personnelles, finalement donner une autre orientation à ma carrière et vraiment m'intéresser aux jeunes pour les mêmes, je dirais, raisons que Flavie a pu vous exposer et aussi apporter quelque part ma bonne connaissance de l'enseignement supérieur pour les aider par rapport à la diversité, le mouvement continuel sur l'offre de formation. Et j'ai rejoint ce réseau Eureka Study qui est un des réseaux, je dirais, les plus connus en France dans l'orientation scolaire et qui nous permet de travailler en collaboratif et d'être toujours bien informés sur je dirais, les méthodes de coaching et d'accompagnement de vos enfants et aussi sur les offres de formation du supérieur. Voilà, Flavie, je te relaisse la main pour la suite. Ouais. Alors, je voulais juste faire en introduction une petite phrase, un petit commentaire sur les questions. On va essayer de répondre à vos questions en direct sur le chat. Ah, il y a un micro non coupé. Donc, Florence et moi, nous allons répondre directement à vos questions sur le chat. Pour les questions qui sont d'ordre un petit peu global, si certaines questions, on pourra peut-être les exposer à un moment donné carrément directement à l'oral, nous verrons, suivant les questions. En revanche, les cas un peu plus particuliers, ce que je vous propose, parce que parfois, ça nécessite de notre part certaines recherches. On ne peut pas vous apporter une réponse fiable à 100% sur certaines choses qui sont extrêmement pointues. Donc là, je vous invite à nous adresser un mail et à nous demander, à nous faire directement la demande. Voilà. Alors, et vous avez donc nos adresses mail qui sont sur cette première page de présentation. Donc voilà un petit peu l'équipe Eureka Study. Et maintenant, donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est Parcoursup, pour bien comprendre ce qu'est Parcoursup et à quoi ça sert. Donc, pour certaines personnes, vous êtes nombreux, Parcoursup, ça peut être ça. Ça peut être aussi, j'enterre ma tête dans le sable et je ne regarde surtout pas ce que c'est que Parcoursup. Bref, c'est un petit peu anxiogène. On va démystifier tout ça et puis vous allez voir que c'est aussi quelque chose qui est très utile.
Donc, c'est une plateforme qui, pour nous, incontournable pour s'inscrire en première année d'études supérieures en France. Il y a près de 23 000 formations contrôlées par l'État qui sont référencées. Pour nous, c'est un excellent outil pour s'informer parce que ces 23 000 formations ont une fiche avec des éléments extrêmement clairs, extrêmement précis et surtout actualisés tous les ans. Ce qui n'est pas toujours le cas sur Internet quand vous allez chercher des informations. Parfois, vous le verrez, vous le constaterez, les informations ne sont pas actualisées. Donc, il y a des cursus qui disparaissent, il y a des cursus qui apparaissent, il y a des formations qui n'étaient pas sur Parcoursup, qui arrivent sur Parcoursup, qui sont référencées, donc ça change absolument tous les ans. Ensuite, le calendrier. Florence, tu veux en dire deux mots ? Je vais commenter du coup le calendrier. Alors déjà, il faut savoir que dans Parcoursup, il y a 2 phases. Donc on va parler essentiellement de la phase principale ici, hein, qui va être vraiment la phase qui s'étend sur le plus grand timing. Qui va commencer officiellement le 18 décembre avec la réactualisation en fait, de la base de données de ces 23 000 formations. Donc, comme disait Flavie, vous allez retrouver à ce moment-là toutes les informations actualisées par rapport notamment aux statistiques de la rentrée 2024. Donc, on y reviendra. Par contre, la plateforme est déjà ouverte d'ores et déjà et vous pouvez tout à fait la consulter. Mais les données sont celles de l'année précédente. Donc, ce sera actualisé le 18 décembre. Autre date très importante, c'est la date du 15 janvier qui sera le moment de l'ouverture de la phase d'inscription. Donc, vos enfants vont pouvoir s'inscrire et commencer à sélectionner leurs vœux à partir de cette date. Ils auront jusqu'au 13 mars pour sélectionner les vœux. Donc, à partir du 13 mars minuit, ils ne pourront plus changer leurs vœux qui auront été sélectionnés. Par contre, jusqu'au 2 avril, ils pourront continuer de ce qu'on appelle compléter les dossiers. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Rajouter des éléments pour avoir les dossiers complets avant de confirmer définitivement leurs vœux. Ça, ce sera le 2 avril minuit. Et à partir du coup s'ouvrira ensuite la phase où les formations vont examiner les vœux des différents candidats et commenceront à répondre aux vœux à partir du 2 juin, donc début de la phase d'admission principale, qui se terminera le 10 juillet pour tout ce qui est toujours de cette phase principale. Alors, nouveauté cette année, les vœux qui seront en attente, qui resteront en attente à partir du 6 juin, devront être classés entre le 6 et le 10 juin. On pourra y revenir aussi si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la phase principale. Et elle est complétée du coup par une phase complémentaire. Donc si notamment votre enfant n'a pas forcément des réponses qui lui conviennent en juin, il peut tout à fait formuler des nouveaux vœux sur la phase complémentaire, donc qui va s'ouvrir le 11 juin et qui s'écoulera jusqu'au 11 septembre. Sur le même principe des vœux qu'on verra tout à l'heure. Alors, avant d'inscrire ses vœux, il est clair que son projet post-bac, il faut le construire. C'est indispensable. Si votre enfant arrive à Parcoursup avec, par exemple, je veux devenir ingénieur et puis aussi, je veux aussi bien voir les écoles de commerce. Je dirais que là, vous avez un problème parce que ce sont 2 voies qui sont trop différentes et il risque de trop étaler ses vœux et de ne pas suffisamment cibler. Je m'explique différemment. Il faut qu'il arrive à Parcoursup avec un cap. Ce cap, c'est par exemple la voie scientifique me convient plus avec tel et tel métier qui rentre dans cette voie scientifique. Donc, je vais avoir le choix entre des écoles d'ingénieurs ou bien des licences ou bien, que sais-je, peut-être un BUT. Donc là, on est plus proche, si vous voulez, on cerne un cap et on cerne un objectif. Donc, il est très important
dès maintenant, et si ça n'est pas encore fait, mais je pense que ça doit déjà être fait pour la plupart peut-être d'entre vous, c'est de bien construire son projet, et ça commence par se connaître et prendre confiance en soi. Souvent, on voit des jeunes qui n'ont absolument pas confiance en eux, soit parce qu'ils n'ont pas de bons résultats, soit parce que l'école, le lycée les ennuie, finalement, ils n'y voient pas une grande utilité, donc quelque part, ça crée un peu Je sais pas, je viens d'arriver. Il y a un micro, s'il vous plaît. Merci. Ça crée de l'ennui et du coup, ça crée un peu de fatigue par rapport au lycée et donc un manque d'allant, un manque de confiance en soi et de motivation. Donc, c'est important de se connaître. C'est important d'identifier ses points forts, ses qualités, qu'elles soient scolaires mais aussi extrascolaires. Et de comprendre aussi ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas du tout. Voilà, donc ça, échanger avec vos enfants sur ça et essayer de mieux les faire réfléchir à ces points, c'est super important. Ensuite, échanger sur des objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que tu imagines pour ton projet post-bac et ensuite comment tu peux te mobiliser sur ton dossier scolaire. Parce que identifier ses forces, c'est aussi identifier peut-être des endroits où il faut se renforcer. Par exemple, j'ai envie de faire un métier à l'international, mais je veux faire une école qui est proposée avec une évaluation sur mon niveau d'anglais, mais mon niveau d'anglais n'est pas bon. Mais quand même, j'aimerais bien faire cette école. Donc, il faut se renforcer sur les points qui sont à consolider, c'est important. Donc, il y a des cours de soutien, il y a des MOOC, il y a aussi des préparations à des concours parce que certaines écoles, on en reparlera, sont sélectives, certaines formations sont sélectives et certaines, parmi ces formations sélectives, ont une admission sur concours ou sur examen. Donc, on conseille vivement, si c'est vraiment un choix qui compte pour le jeune et pour votre enfant, qu'il prépare ce concours afin de se donner vraiment toutes les chances d'y arriver. Évidemment, pour se faire aider dans ce cheminement et dans cette réflexion, nous, on propose des bilans d'orientation, mais il est important aussi, on peut aussi échanger avec son professeur principal qui devra rédiger ensuite la fiche à venir. Donc, rapprochez-vous des professeurs principaux pour avoir un dialogue avec eux et que la fiche à venir, l'observation ne tombe pas comme un coup près au moment où il doit la rendre. Il est important que le jeune puisse échanger sur son projet avec son professeur principal. Avec des proches également, c'est hyper important de pouvoir échanger sur un métier, sur quel est le parcours de formation d'un proche. Voilà. Et puis enfin, il existe des conseillers d'orientation qui sont dans les lycées. Nous n'intervenons absolument pas dans les lycées, puisque nous sommes en fait privés, coachs privés. Et voilà, indépendamment de l'éducation nationale ou des lycées. Donc, j'insiste sur ce point. Dès maintenant, commencer à construire avec lui son projet post-bac. Alors, les ressources à votre disposition, elles sont multiples, il y en a beaucoup. Nous, on privilégie, on recommande les journées portes ouvertes des établissements parce que le CESI, par exemple, on a fait plusieurs, nous avons participé. Nous avons fait un stand un peu de mini-coaching. Mais à la journée porte ouverte, l'étudiant va se rendre compte de l'ambiance, de l'environnement. Il va discuter avec des profs, il va discuter avec des étudiants. Il va connaître mieux les débouchés. Voilà, donc c'est un point important. Et parfois, on voit des étudiants qui ont sélectionné une formation. Quand ils ont été à la journée porte ouverte, finalement, ils sont un petit peu déçus et ils se rabattent sur d'autres formations auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Ensuite, on a les étudiants ambassadeurs via Parcoursup. Ça va arriver dès le 18 décembre. Donc, il y aura sur Parcoursup, il y aura la possibilité d'échanger avec des étudiants ambassadeurs. Et enfin, il y a également les salons qu'on recommande un peu moins parce que on ne peut pas dans un salon où il y a énormément de monde, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est que l'environnement d'études de la formation qui nous intéresse. Pardon. Alors,
Pour trouver sa formation, nous, on a comme ressource et on invite vraiment les jeunes à aller parcourir les fiches de formation qui sont sur Parcoursup. Évidemment, nous consulter, mais on est là pour parler de Parcoursup et donc je voudrais détailler ce que l'on trouve dans ces fiches de formation qui sont particulièrement intéressantes et complètes. Donc, comme vous l'a dit Florence, à partir du 18 décembre, les données 2025 seront dans Parcoursup. Aujourd'hui, vous avez accès aux données notamment des étudiants qui sont rentrés en septembre 2024. Alors, vous n'êtes pas obligé de créer un compte utilisateur. Créer un compte utilisateur va permettre de mettre en favori des formations, de comparer les formations. Mais même sans cela, vous pouvez très bien utiliser Parcoursup juste comme moteur de recherche. Et vous voyez, ça se présente comme ceci. Il y a un onglet avec « Rechercher une formation ». Vous tapez votre formation, vous tapez la zone géographique et vous faites « Rechercher ». Donc là, on a fait cela et on a sélectionné parmi toutes les formations qui sont proposées, évidemment celle du CESI, où vous voyez le libellé complet de la formation, vous voyez le niveau de la formation, les spécialités, le taux d'accès, le taux d'accès, et ensuite, en rentrant dans « Voir la formation », vous allez pouvoir accéder à différents onglets extrêmement précis avec des données sur différents domaines. Donc, je répète, le moteur de recherche, ça se déroule comme ça. Vous tapez dans la formation que vous recherchez, là, la zone géographique, ici, excusez-moi, vous pouvez taper le taux d'accès par type de bac, donc vous tapez le bac que le jeune est en train de faire. Et ensuite, vous faites rechercher. Voilà. Et vous allez tomber ensuite sur une liste déroulante avec toutes les formations dans ce domaine-là. Là, on a demandé les classes préparatoires grande école. Vous voyez, c'est marqué classe préparatoire grande école pour la partie économique. D'accord? Lorsque, par exemple, vous tapez, on va dire, biologie, mais vous n'avez pas encore très bien décidé si c'est une licence, un BUT, un BTS qui vous intéresse. Si vous tapez uniquement biologie à Lyon, vous allez avoir toutes les formations dans le domaine de la biologie, que ce soit Bac plus 2, Bac plus 3, que ce soit BUT, licence, école. Voilà. Et du coup, vous pouvez les trier par type ensuite de formation, par rapport à ce que dit Flavie, par le filtre du type de formation. Excusez-moi, voilà. Les filtres qui se trouvent ici. Florence, tu as autre chose à ajouter? Non, aussi de peut-être dire que la carte peut être aussi éventuellement intéressante à exploiter. Si vous cherchez des formations dans différentes zones géographiques, vous pouvez vraiment vous balader en fait sur la carte en zoomant, dézoomant, si vous avez envie d'avoir une vision d'une zone précise par rapport à votre domaine de recherche, du domaine d'études recherché. C'est tout bon. Alors, une fois que vous êtes entré dans la formation précise, donc saisie école d'ingénieur par exemple, vous avez accès donc à ces 6 onglets. Le premier, découvrir la formation et ses caractéristiques. Vous avez résumé le programme. Vous avez aussi des indications quant à l'apprentissage, parce que certaines formations proposent l'apprentissage dès la première année ou dès la deuxième année, etc. Vous avez aussi accès, alors on n'a pas encore aux dates des journées portes ouvertes. Ça, c'est important ensuite pour constituer votre plan d'action et vous dire, tiens, je vais aller voir sur place comment ça se passe. Donc ça, vous aurez à partir du 18 décembre renseigné les journées portes ouvertes. Ensuite, vous avez un onglet ici, comprendre les critères d'analyse des candidatures. Hyper important quand vous allez constituer votre dossier, parce que vous allez vous rendre compte comment c'est noté, en fait, comment c'est évalué. Et chaque formation doit transmettre au gouvernement les caractéristiques d'évaluation des candidats qu'il reçoit. Donc, ça veut dire que chaque année, il doit fournir ces éléments et ces caractéristiques-là.
sur comment je note, sur quoi je me base, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que l'on demande aux étudiants, etc., etc. Ensuite, on a un onglet « Consulter les modalités de candidature », si c'est par dossier, s'il y a un examen, s'il y a un concours, les dates, etc. Donc ça, ce sera entièrement spécifié là-dessus. Vous accédez ensuite aux chiffres clés de la formation qui permettent de savoir combien ont été d'étudiants de bac général, de bac technologique, de bac pro ont été pris, quel est le taux d'accès, la sélectivité, le nombre de candidats global. Voilà, donc c'est important aussi d'avoir ces chiffres parce que plus le taux d'accès effectivement est restreint, plus l'accès à la formation est compliqué et difficile, plus il faut avoir des résultats extrêmement bons. Ensuite, connaître les débouchés de cette formation, donc à la fois les débouchés en autre formation, c'est-à-dire par exemple je fais une licence, qu'est-ce que je peux faire après, un master par exemple, ou bien connaître aussi les débouchés en termes de métier. Et enfin, là, les coordonnées pour échanger avec l'établissement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Florence? Non, très bien. Merci. Alors, je vais faire un zoom sur la grille d'analyse des candidatures parce qu'il est hyper important d'avoir cette fiche en tête lorsque le jeune prépare son dossier de motivation pour la formation. Il va, alors en ce qui concerne le saisie, nous voyons que 25% de l'évaluation se base sur les résultats scolaires obtenus au bac et en première et en terminale, ainsi que les appréciations des professeurs. Donc ça compte pour 25% de l'ensemble. Ensuite, 20% sont les compétences, méthodes de travail et savoir-faire. Et ça, on va le retrouver dans l'appréciation des profs qui se trouve dans la fiche à venir. D'où l'intérêt d'aller discuter avec son professeur principal. Hyper important. Parce qu'il ne s'agirait pas qu'il y ait une mauvaise compréhension ou que le jeune a été un petit peu, toute l'année n'ait pas été bien connu par l'enseignant, qu'il soit un petit peu en retrait et que du coup, l'appréciation ne soit pas conforme à tout ce qui est capable de faire finalement le jeune dans la réalité. Ensuite, il y a le savoir-être. Et là aussi, c'est l'appréciation des professeurs et la fiche à venir pour 15%. 25%, c'est la motivation et la cohérence de votre projet. Et ça, c'est la lettre de motivation. Et on en reparlera, hyper importante. Et également la fiche à venir. Et enfin, pour 15%, les autres rubriques, qui sont les rubriques activités et centres d'intérêt. Et on en reparlera. Chaque formation n'a pas les mêmes pourcentages. Certaines formations vont peut-être être à 60% dans les résultats scolaires et donc moins en dessous. Excusez-moi. D'autres formations, en revanche, accorderont encore plus d'importance à la cohérence du projet, par exemple, aux engagements, aux activités et centres d'intérêt, par exemple aussi. Donc ça dépend vraiment. Et ça, ces informations, vous les avez dans cette fiche formation de Parcoursup. Est-ce que, avant de passer à la sélectivité des formations, est-ce que Florence, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est très bien, c'est clair. Alors, la sélectivité des formations. Vous avez sur Parcoursup des formations dites sélectives et non sélectives. Donc, sélective, c'est mentionné, c'est écrit quelque part. Si ça n'est pas sélectif, s'il n'y a pas d'indication, c'est que la formation est dite non sélective. De manière générale, les formations sélectives, on retrouvera les classes préparatoires, les BUT, les BTS, les écoles, les IFSI. Donc, l'admission dans ces formations sélectives a un taux d'accès restreint. C'est souvent, l'évaluation se fait sur le dossier, donc les notes, tout ce qu'on a vu précédemment, ou bien des concours avec des épreuves écrites et ou orales. C'est là que je vous disais, si une formation est sélective avec un concours, il est vraiment intéressant que le jeune s'y prépare. Dans les formations non sélectives, on a par exemple les licences, les passes. Donc, un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l'université à partir du moment où c'est son académie de référence, dans la limite des capacités d'accueil. S'il y a trop d'étudiants pour
le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles, alors il y a une commission d'examen à l'université qui étudie les dossiers et vérifie leur adéquation avec la formation demandée afin d'établir un classement. Mais il est clair que c'est beaucoup moins drastique. Voilà, c'est juste en dernier recours à partir du moment où il y a trop de vœux par rapport au nombre de places. Ensuite, donc comme vous le voyez, hein, le CESI est une formation sélective. Vous pouvez aussi constater dans Parcoursup et vous étonner que certaines formations non sélectives affichent des taux d'accès en dessous de 100%. En fait, ce sont les licences dites en tension, c'est-à-dire des licences comme STAPS, par exemple. STAPS, où il y a énormément de demandes, il n'y a pas assez de place. Donc, dans ce cas, l'université affiche le taux d'accès réel. Vous voyez, tout ça, c'est des éléments extrêmement concrets et précis qui sont importants de bien connaître et finalement qui vous guident aussi dans les choix, qui guident le jeune dans les choix qu'il va faire sur Parcoursup. Tout à fait. J'ajouterais juste que c'est important, du coup, on va y venir juste après dans les vœux, de panacher, je dirais, aussi par rapport au taux d'accès à la sélectivité des formations. S'assurer que, par exemple, vous avez sélectionné une formation dans laquelle le taux d'accès était proche de 100%. C'est une précaution, je dirais, qu'on recommande dans le choix des vœux. Tout à fait. Il faut être stratégique dans le choix des vœux, c'est-à-dire qu'il faut avoir assuré le coup avec une formation où on est sûr à 100% de pouvoir y rentrer et une formation qui plaît. Parce que j'ai déjà vu des jeunes qui avaient mis une formation à 100%, mais comme ça, en disant, bon, ben voilà, j'en mets une, j'en mets une. Ils se sont retrouvés dans cette formation au final, parce qu'ils n'avaient été acceptés que là. Et en fait, cette formation ne leur convenait pas du tout. Et donc, moi, je les ai eus ensuite en réorientation. Donc, il faut une formation qui plaise, mais où on est sûr d'entrer. Il faut des formations qui sont un peu dans le milieu, c'est-à-dire à peu près à mon niveau. Donc, j'estime que c'est à peu près à mon niveau et j'ai quand même des chances, voilà. Et puis, peut-être quelques formations aussi qui sont au-dessus de mon niveau, mais vraiment, j'aimerais vraiment rentrer dans cette formation-là. Et je la mets parce que je vais me battre pour essayer d'y rentrer. Je fais juste un petit point, on y reviendra après. C'est hyper important. Les notes et les appréciations des professeurs ne sont absolument pas les seuls éléments qui permettent aux établissements de décider. Plus le dossier est construit, plus vous avez des chances. Et ça, je le vois en réalité. C'est-à-dire que je vois des jeunes qui ont le même niveau à peu près, les mêmes spécialités, les mêmes moyennes, un qui va être pris et l'autre qui ne sera pas pris. Et ça, c'est vraiment le dossier qui fait la différence. Florence, je te laisse la parole pour formuler ses vœux. Oui. Donc, du coup, une fois que vous avez bien construit avec votre enfant son objectif, sa stratégie post-bac et rechercher toutes les informations possibles, donc via Parcoursup, comme on l'a expliqué, via des journées portes ouvertes, des salons, des contacts que vous pouvez avoir dans votre entourage. L'objectif, c'est de commencer à réfléchir aux vœux qu'on va du coup formuler à partir du 15 janvier. Donc on l'a dit, hein, je pense que tout ce qu'on a mis ici, on l'a déjà évoqué, notamment faire des vœux pour des formations cohérentes avec un panachage de sélectivité. Et quelque chose peut-être qu'on n'a pas encore dit, même si ça vous paraît tôt, quand vous faites ce travail avec votre enfant de choisir les vœux, essayez le plus tôt possible d'anticiper en fait ce qu'on appelle le déroulement de la phase d'admission, c'est-à-dire la hiérarchie que lui établit dans ses vœux. Quel est vraiment son vœu préféré? En gros, établir un classement de ses vœux, même si Parcoursup ne vous demande pas de le faire au démarrage de la formulation. Plus on y réfléchit en amont, plus la phase réponse de Parcoursup sera fluide, on va dire. On peut passer à la slide d'après, du coup, je pense.
Donc, avant de formuler ses vœux, il faut s'inscrire, du coup, parce que toute la phase d'avant, vous pouvez consulter Parcoursup, comme on le disait, sans avoir de compte et sans être inscrit officiellement. Donc, il faut que votre enfant s'inscrive sur la plateforme à partir du 15 janvier avec son adresse mail. Et du coup, il faudra aussi qu'il ait le réflexe, parce que tous les jeunes ne l'ont pas forcément, de regarder régulièrement ses mails dans toute cette phase importante. Il a besoin de son identifiant national élève, l'INE, ou bien le INAA en lycée agricole, que vous trouvez normalement sur tous les documents officiels de la scolarité de votre enfant. Un conseil qu'on donne, c'est de renseigner aussi vous, parents, votre mail et votre numéro de téléphone, de façon à être alerté aussi en même temps que votre enfant dans la phase réponse de Parcoursup, qui est très dynamique et voilà, par précaution, c'est mieux d'avoir deux contacts pour être sûr de ne pas rater une information et rater une réponse. Un petit conseil aussi, quand vous êtes sur Parcoursup, à partir de cette phase officielle où vous allez rentrer des vœux, compléter votre dossier, etc., faites-le d'un ordinateur plutôt que d'un téléphone. Parce qu'il y a eu quelques problématiques dans les années précédentes, donc on conseille aussi plutôt de le faire à partir d'un ordi. On peut aller à la suite. Donc, quels sont les éléments du dossier de votre jeune qui vont constituer les éléments pris par Parcoursup et par les formations dans leur analyse? Donc, on a déjà un petit peu parlé. Il va y avoir du coup des résultats scolaires. Donc, ces bulletins scolaires de première, de toute l'année de première, et les bulletins de terminale, soit les 2 premiers trimestres, soit le premier semestre, en fonction des lycées, et les notes des épreuves anticipées de français. Il y aura aussi, donc, dans les éléments du dossier, on en a parlé, la lettre de motivation pour chaque vœu, la rubrique activité et centre d'intérêt, et cette fameuse fiche à venir dont on a parlé et qui est un élément absolument déterminant et essentiel, établi par l'établissement, donc le professeur principal et le chef d'établissement. Donc, votre enfant aura une fiche à venir pour chaque vœu qu'il aura formulé. Puisque l'objectif de cette fiche, c'est d'expliciter finalement le niveau scolaire de votre enfant, mais aussi, on l'a vu, ses aptitudes plutôt méthodologiques, son savoir-faire, son savoir-être, et que les profs vont mettre en miroir au regard de la formation du vœu qu'il aura fait. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour soutenir la candidature. Malheureusement, cette fiche à venir n'est pas visible tout de suite dans votre dossier Parcoursup. Elle sera visible seulement en partie à partir de début avril. Donc, au moment où en fait vous avez fini de confirmer vos vœux, vous allez voir une partie de la fiche à venir, donc notamment avec les moyennes, la partie scolaire. Et vous ne verrez en fait l'avis du prof principal et du chef d'établissement sur la poursuite d'études que début juin, que dans la phase réponse. Souvent, on a pas mal de parents et de jeunes frustrés par le fait que ce ne soit pas accessible, mais c'est malheureusement le timing qui est derrière cette fiche. D'où l'importance, on le redit, de bien échanger avec votre professeur principal sur vos choix, lui communiquer les choix de vœux que vous pensez faire pour qu'il puisse commencer à réfléchir à comment il va argumenter dans la fiche à venir l'adéquation du profil de votre enfant avec les vœux formulés. On peut passer au slide suivant. Donc, les fameux vœux. Donc, vous avez une possibilité de faire 10 vœux en formation initiale, que ce soit pour des formations sélectives ou non sélectives. On en a parlé. Donc, chacun de ces vœux doit être motivé par une lettre de motivation, ou on appelait ça aussi un projet motivé auparavant. Les vœux n'ont pas besoin d'être classés, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer les vœux dans n'importe quel ordre, ça n'aura pas d'incidence sur les réponses qui seront données à votre enfant au début de la phase réponse. Si, donc il sera le 2 juin, si le 6 juin, votre enfant n'a pas accepté, n'a pas eu de réponse par exemple, ou n'a pas le vœu qu'il souhaite le plus, il va garder des vœux en attente du coup, et il faudra qu'il les classe à partir du 6 juin. Donc ça, c'est une nouveauté cette année. Donc il devra établir un classement de préférence sur les vœux qui lui restent en attente. L'objectif étant d'accélérer en fait le processus d'admission de la phase Parcoursup.
et de ne pas bloquer en fait des places pour pouvoir libérer les places le plus vite possible pour les candidats qui attendent. Les vœux ne sont connus que de vous et de votre enfant. Dire qu'une formation, si vous avez fait un vœu pour la formation, par exemple le CESI, le CESI voit évidemment votre vœu, mais ne sait pas quels sont les autres vœux que vous avez formulés. Ok, donc il y a vous, votre enfant, le professeur principal pour la fiche à venir qui connaît vos vœux, c'est tout. Et la date aussi à laquelle vous formulez vos vœux n'est pas prise en compte pour l'examen du dossier. Néanmoins, on conseille effectivement de ne pas attendre la dernière minute pour formuler les vœux, mais vous pouvez, voilà, vous n'êtes pas obligé du tout de formuler vos vœux dès le 15 janvier ou dès la première semaine, ça n'aura pas d'impact sur l'examen de la candidature de votre enfant par les formations. Donc cette phase va s'étendre jusqu'au 13 mars. Donc après, on a quelques détails sur les vœux, puisqu'on a, dans Parcoursup, vous avez un compteur de vœux, ce qui va être très utile, parce qu'en fait, on a, comme on a dit, 10 vœux possibles, mais certains vœux peuvent comprendre des sous-vœux, ou peuvent être ce qu'on appelle des vœux multiples, en fait. Donc les vœux multiples, c'est simplement un regroupement de plusieurs formations similaires. On parlait tout à l'heure des classes préparatoires. Faire un vœu sur une classe préparatoire ECG, économie par exemple, vous pouvez faire un vœu et en sous-vœu, mettre les différents établissements, les différents lycées qui proposent cette prépa qui vous intéressent. Ça comptera pour un vœu appelé vœu multiple. Ok, donc c'est juste un vœu parmi les 10 possibles. Et après, les sous-vœux que vous faites, ils ont aussi une limite. Vous pouvez faire jusqu'à 20 sous-vœux possibles. Et donc, on va faire un petit exemple, enfin quelques détails, un petit exemple après. Donc, ces vœux multiples dont j'ai parlé, par exemple comme les classes prépa, donc on a possibilité du coup de faire un vœu et de faire jusqu'à 10 sous-vœux, par exemple 10 lycées qui proposent la classe prépa pour reprendre cet exemple-là. Donc il n'y a pas que les classes prépa qui sont sous ce format-là, il y a aussi les BTS et les BUT. En fait, toutes les formations quasiment qui sont regroupées à l'échelle nationale sont sous cette logique. On a les BTS et les BUT, les diplômes de comptabilité et gestion, les prépas, j'en ai parlé, les établissements pour la formation en travail social, les diplômes nationaux d'art et les diplômes nationaux de design. Donc, toutes les formations qui sont organisées à l'échelle nationale proposent ce système-là. Après, on a également d'autres formations, si tu peux passer au slide suivant, Flavie, qui proposent également sur lesquels vous pouvez choisir plusieurs établissements. Et cette fois, dans ces cas qui sont mentionnés ici, le nombre de sous-vœux n'est pas limité. C'est-à-dire que vous pouvez mettre plus que 10 écoles ou établissements dans le vœu que vous avez fait. Donc, c'est le cas, par exemple, des instituts de formation en soins infirmiers, qui sont, eux, en fait, regroupés par regroupements territoriaux. C'est le cas, par exemple, des écoles d'ingénieurs. Donc, la plupart de ces écoles d'ingénieurs vont, elles aussi, être regroupées soit nationalement, soit en réseau, par exemple, ou elles recrutent éventuellement sur un concours commun. Dans ce cas-là, vous allez faire un vœu sur le concours commun, admettons un concours commun d'ingénieurs comme le concours à venir, et en dessous, vous pouvez sélectionner toutes les écoles qui vous intéressent. Alors, évidemment, ça ne sert à rien de sélectionner des écoles s'il y en a qui ne vous intéressent pas, mais si ce sont des écoles qui intéressent votre enfant, peu importe le nombre d'écoles qu'il va mettre en sous-vœu, ça n'aura pas d'impact sur le compteur. Même chose pour les écoles de commerce ou de management qui, elles aussi, recrutent pour la plupart en réseau ou sur concours commun. Donc là, il y a vraiment du coup peu de limitations finalement sur les sous-vœux que vous faites. Ça permet d'avoir beaucoup de vœux possibles en pratique. Le réseau des instituts d'études politiques aussi fonctionne sur le même principe. Et également les PASS, donc pour les études de médecine en Île-de-France, qui sont regroupés à l'échelle régionale. Ce ne sera pas le cas dans les autres régions. Donc là-dessus, vous pouvez faire autant de vœux de sous-vœux que vous le souhaitez. Et c'est vraiment assez facile dans Parcoursup en fait, parce que vous avez un compteur qui suit à chaque fois que vous sélectionnez un vœu et des sous-vœux.
le compteur se met à jour. Donc, vous voyez où est-ce que vous en êtes de vos 10 vœux et de vos 20 sous-vœux. Donc, normalement, vous ne pouvez pas... il n'y a pas de piège ou il n'y a pas de problématique dans ce choix de vœux et sous-vœux. On peut passer à la suite. Donc, un petit exemple concret. Là, on a pris un exemple pour un étudiant qui souhaiterait aller vers une filière économique. Donc, il a par exemple un exemple de ce que pourrait être son dossier Parcoursup en termes de vœux. Donc, il a décidé de préparer le concours accès, donc avec 3 écoles sélectionnées de ce concours, donc l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Il a aussi, donc ça compte pour un vœu. Le vœu, ce sera le concours accès. Il a aussi décidé de préparer le concours Sésame avec un certain nombre d'écoles non limitées, toujours pareil, en nombre qu'il souhaite aussi présenter. Donc, ça sera un deuxième vœu pour le concours Sésame. Pour l'instant, aucun sous-vœu en termes de compteur de sous-vœux. Il veut aussi faire un vœu sur le BUT GEA. Et là, donc ça va compter un vœu. Et il va sélectionner 4 établissements, 4 IUT, qui proposent ce BUT, donc Lyon 1, Lyon 2, Saint-Étienne et Roanne, par exemple. Ça lui fera 4 sous-vœux. Pourquoi pas aussi des classes préparatoires, donc une CPGE et CG, dans 7 établissements qui peuvent être sur la région ou ailleurs, en tentant par exemple des établissements plus sélectifs. Il aura choisi ici 7 établissements, ça lui fera 7 sous-vœux pour ce vœu CPGE. Une licence éco-gestion à Lyon 2, un vœu. Une licence éco-gestion par exemple à Paris Panthéon-Sorbonne, un vœu. La licence, du coup, on a pris cet exemple aussi volontairement, une licence même avec la même mention de licence, dans 2 universités différentes, ça va compter chacune pour un vœu. Donc en fait, en pratique, les licences, il faut bien réfléchir à ces choix parce que ça peut compter sur pas mal de vœux du coup de fait. Donc là, dans cet exemple, on va avoir 6 vœux et 11 sous-vœux. Donc vous voyez qu'il y a quand même, quand on a bien ciblé son projet, hein, là on est sur des études dans un secteur bien ciblé, il y a quand même une bonne possibilité de faire pas mal de vœux, hein, avec ce système de regroupement et de sous-vœux, voire même de vœux non limités. Voilà pour l'exemple concret sur les vœux. Je t'interromps une seconde, mais il y a une question dans le chat qui mérite d'être peut-être débattue sur la question des spécialités. Parce que quelqu'un demande est-ce que les options, donc les spécialités, sont importantes. Il est évident que c'est capital. Il est rare, il existe certaines formations qui prennent des étudiants, quelle que soit leur spécialité, finalement, certaines formations, ou avec un vaste panel de spécialités, mais la plupart du temps, les formations attendent des jeunes qui aient pris certaines spécialités. Ouais. Est-ce que tu peux compléter? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est mentionné aussi dans la fiche de la formation. Dans les critères en fait d'admission, il va y avoir un petit pavé où ils vont mentionner effectivement les formations les spécialités qui sont souhaitables. Alors évidemment, avec la réforme du bac, on ne peut pas exiger des spécialités obligatoires, mais c'est écrit clairement en fait, on conseille fortement aux lycéens d'avoir choisi la spécialité maths par exemple pour cette formation. Donc oui, c'est mentionné dans les fiches Parcoursup. Et dans les faits, la spécialité, si vous ne l'avez pas, la candidature ne sera pas retenue. Dans les faits, ça compte et c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, c'est conseillé, c'est une manière de parler. Voilà, c'est exactement. Donc dès que c'est mentionné de manière explicite, il est fortement conseillé d'avoir suivi la spécialité maths, par exemple. Bah oui, c'est ce que tu dis, Flavie, c'est qu'il faut que votre enfant l'ait prise pour qu'il ait des chances que sa candidature soit considérée. Sinon, c'est mentionné aussi explicitement, il n'y a pas de préférence sur le choix des spécialités. Pour certaines formations, c'est le cas, donc qui sont très ouvertes. Alors, un petit focus aussi sur, on a parlé des vœux, des 10 vœux, donc en formation initiale. Il faut savoir aussi que votre enfant peut, en parallèle, formuler des vœux en apprentissage, sur des formations en apprentissage
même chose jusqu'à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 autres, hein, ça peut donc lui faire 10 vœux en initial et 10 vœux en apprentissage. Et pour cette, en tout cas, les années précédentes, alors ça peut éventuellement changer d'année en année. En termes de calendrier, le calendrier pour les vœux en apprentissage n'est pas le même. Il n'y a pas de limite pour formuler ses vœux, en fait, en apprentissage. Il n'y a pas la date limite du 13 mars comme pour la voie initiale. Et c'est vraiment, du coup, un onglet spécifiquement dédié dans Parcoursup aux formations d'apprentissage. Le point important, si votre enfant souhaite aller vers l'apprentissage, c'est par contre d'anticiper le plus possible en fait sa recherche de contrat d'apprentissage, donc en contactant les formations, parce que certaines formations peuvent proposer une aide dans la recherche du contrat d'apprentissage, ou alors contacter les CFA, éventuellement les Pôle emploi. Ils ont aussi des offres de contrats en apprentissage qui sont disponibles. Il y a aussi une plateforme, Mon Alternance, du gouvernement qui peut aider pour la recherche aussi de ce type de contrat. Donc, essayez voilà, de bien anticiper cette phase-là, puisque c'est finalement la garantie d'avoir un contrat en apprentissage qui permettra à la formation de considérer aussi la candidature de votre enfant. Donc la clé, elle est vraiment là, en fait. Voilà. Et du coup, une fois que vos vœux ont été tous rentrés, donc pour le 13 mars, vous avez encore du temps, donc jusqu'au 2 avril, pour quelque part les valider définitivement et notamment pour compléter votre dossier. Donc c'est là que vous allez rentrer tous les éléments sur lesquels vous avez la main qui sont nécessaires à l'examen de la candidature de votre enfant, donc notamment les lettres de motivation. Vous avez encore jusqu'à cette date-là pour les finaliser. Là encore, ne pas attendre la dernière minute, bien sûr, mais en tout cas, vous pouvez les finaliser. Vous pouvez, jusqu'à cette date aussi, compléter la rubrique activité centre d'intérêt. On y reviendra à la fin. Et il faudra aussi confirmer vos vœux. C'est-à-dire, même si vous avez vos vœux figés en mi-mars, il faudra quand même les confirmer un par un pour qu'ils soient bien pris en compte, du coup, dans la phase d'examen par les formations. Là encore, pas de panique, c'est bien, à chaque fois, vous avez des alertes, en fait. Donc, dans Parcoursup, c'est toujours explicité quelles sont les actions à prendre, en fait, pour la phase suivante. Donc, pas de risque d'oublier quelque part. Alors, je vous en ai déjà parlé. Le dossier Parcoursup, ce n'est pas uniquement des résultats et des bulletins scolaires et des appréciations de profs, c'est aussi différentes choses qu'il est important de veiller à bien préparer. Comment on peut renforcer son dossier et faire que son dossier soit plus solide? Alors déjà, on peut identifier des axes d'amélioration. Si par exemple, le niveau de maths demandé est de tel niveau, ben, on peut peut-être renforcer son niveau en maths avec des cours particuliers. On peut aussi, je l'ai déjà dit, préparer des concours, puisque les sélections dans les formations via des concours se préparent avec des organismes qui font ça en ligne, qui font ça en présentiel, etc. Et vous donnez, tout de suite, votre jeune se donne beaucoup plus de chances de pouvoir être admis. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de bien anticiper la première année post-bac, qui est une année de complète rupture avec avant, parfois avec un déménagement, et puis qui est une année exigeante. Souvent, dans les vidéos que on voit sur Internet de jeunes parlant de leur première année de licence, de leur première année de BET, disent qu'il y a un écart énorme. Donc ça, il faut que le jeune en ait conscience et qu'il s'y prépare. Et enfin, pour tout ce qui est études à l'étranger, mais d'ailleurs pas seulement, il y a beaucoup d'écoles qui demandent un certain niveau d'anglais. N'hésitez pas à que le jeune fasse des tests de langue pour un petit peu savoir quel est son niveau et ensuite comment il peut s'améliorer. Après, je vais parler de deux aspects donc, très importants dans le dossier, c'est la lettre de motivation et les rubriques activités. Alors, c'est un élément, la lettre de motivation est un élément essentiel du dossier. Elle peut contribuer jusqu'à 1/3 pour l'analyse de la candidature pour certaines formations.
Je prends par exemple la formation d'architecte, où c'est sur certaines écoles d'architectes, c'est particulièrement visible. Il faut vraiment étayer pourquoi ce projet de devenir architecte. Quand vous rentrez dans une école d'architecte, vous en avez pour 6 ans. Donc, vous rentrez en année 1 et vous allez faire 6 ans dans la même école. Donc, ils vont énormément vérifier, les écoles vont énormément vérifier que c'est un projet sûr, c'est un projet pour lequel vous avez réfléchi, c'est un projet pour lequel vous avez testé, fait des stages éventuellement, et que vous avez aussi conscience de ce qui va vous être demandé, des compétences et des qualités qui vont vous être demandées. Donc, tout ça, ça va être des arguments et des éléments vraiment à exposer dans la lettre de motivation. Il ne faut pas confondre la lettre de motivation avec les rubriques activités et centres d'intérêt. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas répéter ce qui est mis dans les rubriques activités et centres d'intérêt dans la lettre de motivation. La lettre de motivation sert vraiment à motiver que ce projet vous correspond et que vous allez y arriver et qu'il faut vous prendre. Et donc, chaque lettre de motivation est adaptée et spécifique à la formation visée. C'est par exemple dans la lettre de motivation où on peut parler du fait d'avoir fait les journées portes ouvertes et d'avoir rencontré tel étudiant ou tel enseignant qui a raconté telle ou telle chose, qui vous a confirmé que c'était une formation intéressante pour vous, etc. Ensuite, il faut valoriser ses expériences et Parcoursup pose aux candidats 4 questions pour aider en fait les formations à mieux les connaître, à mieux connaître le jeune. Donc, il faudra apprendre à parler de soi et à parler de soi de manière argumentée avec des situations et contextualiser les choses. Donc, valoriser ses expériences extrascolaires, mais avec vraiment des éléments de contexte. Et pas seulement dire ben, je suis adaptable parce que j'ai déménagé, ou enfin, quelque chose qui soit trop superficiel. Il faut rentrer dans les détails. Il faut faire le lien entre ses engagements et les compétences développées. Et il faut démarquer son profil. Voilà, toutes les formations ont accès à ces informations. Voilà, et pour chaque question, il faut répondre en 1500 caractères, max. Donc, c'est vraiment un exercice de rédaction qui se prépare. Il faut déjà lister un petit peu ses expériences. Parfois, on ne se souvient plus qu'on a fait telle ou telle chose, qu'on a eu tel job d'été, tel engagement. Voilà, il faut se remémorer tout ça et savoir le présenter à bon escient. Donc, on a une rubrique qui est plus encadrement. On a une possibilité de parler de l'encadrement et de l'animation, de l'engagement citoyen, de ses expériences professionnelles et enfin de son ouverture sur le monde. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Florence, tu veux compléter là-dessus? Non, je pense que c'est bien. J'ai essayé de répondre sur le chat le plus possible. Donc, je pense que tu as fait bien le tour. On espère qu'en tout cas, c'est plus clair pour vous maintenant. Voilà. Maintenant, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On a conscience que c'est beaucoup d'informations dans très peu de temps. Mais voilà. On vous remet nos bouilles et nos adresses mail. N'hésitez pas du coup à nous contacter, comme on disait, si vous avez des questions spécifiques qui nécessitent un peu plus de temps. Peut-être là, comme il nous reste quelques minutes, je vois qu'il y avait pas mal de questions dans le chat auxquelles j'ai essayé de répondre, mais je peux faire partager tout le monde, qui étaient vraiment liées à finalement comment les Parcoursup et les formations vont évaluer le niveau scolaire d'un jeune compte tenu de l'hétérogénéité de notation, par exemple, d'un établissement à l'autre, ou bien du caractère plus ou moins élitiste d'un établissement, etc. Donc, on sait que c'est une problématique compliquée. Alors, déjà, première chose, en fait, de bien comprendre ça, ce qui est important, c'est que Parcoursup, en fait, ne classe rien. C'est-à-dire, c'est vraiment, en fait, Parcoursup est juste un intermédiaire entre vous et votre enfant et les formations sur lesquelles il a fait des vœux. Sont vraiment chacune des formations qui vont, elles, utiliser donc, toutes les données qui sont dans Parcoursup pour établir je dirais, leur filtre, leur sélection de candidats. Et chaque formation a son mode de sélection spécifique.
sur lesquels la transparence est plus ou moins importante. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, les formations donnent leurs réponses, communiquent leurs réponses à Parcoursup, qui vous les communique. Donc, Parcoursup n'est pas une intelligence artificielle qui va trier les candidatures par rapport à certains critères. Ce sera vraiment fait par chacune des formations. Ça, c'est un premier point. Ce qui est beaucoup regardé par rapport au niveau scolaire, le critère essentiel en fait, qui est regardé par notre expérience et ce qu'on peut demander aux formations qu'on interroge à ce sujet, c'est vraiment la position en fait de votre enfant dans la classe et sa moyenne par rapport à la moyenne de classe. Donc c'est vraiment des éléments qui sont plutôt des éléments relatifs dans sa classe qui sont utilisés et pas forcément la note en elle-même et la moyenne en elle-même. Donc du coup, ça permet quand même d'avoir une certaine, on va dire, homogénéité ou une certaine objectivité. Après, très clairement, certaines formations connaissent assez bien les lycées et connaissent donc aussi le niveau d'exigence des lycées. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience. Donc bien sûr. Mais voilà, c'était juste quelque chose que je voulais faire partager à tout le monde par rapport à comment était un peu évaluer le niveau de votre enfant. Et je pense qu'on en arrive tout doucement au bout là. Oui, on ne peut pas malheureusement vous partager notre support. Désolée. Et je voulais poser une question à Bérangère. Est-ce que Bérangère, on a assez parlé du saisie, est-ce que dans notre exemple, c'était clair? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des éléments où vous avez à partager des éléments sur le saisie? Je ne sais pas. Non, alors je pense qu'on arrive un petit peu au bout de l'heure qui était consacrée à ce webinaire. Je pense que vous avez clarifié pas mal de choses et désacralisé un petit peu ce Parcoursup qui pose pas mal de questions. Donc, merci beaucoup à vous deux. De toute façon, le chat reste ouvert. Donc, si vraiment vous aviez des questions, n'hésitez pas à continuer à les poser. Je les ferai passer à Florence et Flavie pour qu'elles puissent vous y répondre. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir participé. Vous pouvez consulter notre site internet. Vous avez d'autres webinaires qui vous sont proposés aussi sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à consulter l'onglet Actualité de Saisie. Merci beaucoup, Florence et Flavie, pour votre intervention. Merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Oui.